Tu veux être partenaire stratégique et pourtant tu te comportes toujours en exécutant. Pourquoi est-ce que le marché te croit sur ce que tu fais et jamais sur ce que tu revendiques? On va regarder deux identités dont tu auras besoin qui vont décider si jamais tu vas être un exécutant ou un partenaire stratégique auprès de ton client, et l'équilibre à trouver justement pour pouvoir en sortir sans devenir le stratège que tout le monde contacte. Donc on va regarder aujourd'hui. Déjà, la semaine dernière, j'avais eu un freelance, un appel, il avait 15 ans d'expérience à peu près, je crois qu'il y avait 13. Il avait un bon niveau techniquement, forcément, et il me dit j'en ai marre qu'on m'appelle pour pisser du code et je veux être positionné comme un partenaire stratégique, pas comme un exécutant. Du coup, qu'est-ce que je dis? Je dis ok, on va regarder. Donc 10 minutes après, dans le même appel, je lui pose des questions. Donc comment il a trouvé sa mission actuelle? C'est une ESN qui l'a contacté, la fiche de poste elle listait 8 technos. Il a répondu qu'il savait tout faire, on lui a balancé un TJM, il est pas allé à chercher plus loin dans le process en fait. Il a juste accepté tout ce qu'on lui dit et il est resté là. Et depuis maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dépile les tickets, il code et il est pas content avec ça et il attend justement. Donc il n'a pas encore compris la contradiction en fait dans ce qui s'est passé. Et peut-être que toi non plus actuellement c'est sur cette vidéo et c'est ok, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. En fait c'est la contradiction la plus répandue chez les freelance seniors que je vois. C'est vouloir le statut de partenaire, mais en fait te comporter comme un exécutant à chaque étape. Le marché en fait il va jamais te croire ce que tu revendiques, il va te croire sur ce que tu fais, sur tes actes en fait, sur ce qu'il voit de toi. Et en fait, quand tu arrives dans une position commerciale en te comportant comme un développeur basique qui attend d'être staffé, tu vas finir comme un exécutant. Cette vidéo aujourd'hui, elle va te montrer justement où elle est cette contradiction en toi, donc peut-être à quelle étape, et comment on va faire pour en sortir sans tomber dans le piège inverse d'être le stratège que plus personne ne contacte, parce qu'on va le voir, il y a deux pièges. Il y a en fait, tu vas pouvoir basculer dans deux identités, il va falloir trouver un équilibre qui est très fort, parce que sinon tu vas partir soit sur le fait que tu vas réussir à trouver des missions mais qu'en exécutant, ou à l'inverse tu vas être un stratège bizarre que personne ne contacte en fait parce qu'on comprend plus ce que tu fais en fait. Donc le paradoxe du larbin volontaire, là je le vois tout le temps, j'ai des seniors, donc des tech leads, tout ça, ils me disent j'en ai marre qu'on m'appelle pour pisser du code, je vais être vu comme un partenaire. Ok, c'est bien et c'est normal parce que t'as 10 ans, 15 ans de métier, t'en as peut-être marre de ton quotidien. Sauf que quand on regarde ce que la personne fait au quotidien, on voit tout l'inverse. On attend que le SN lui propose une mission cadrée dans laquelle on lui dit quoi faire au lieu d'aller chercher ses propres clients et de construire ses propres besoins. Ils reçoivent des fiches de poste et en fait ils cochent chaque case sans même aller questionner le besoin, et en fait tu arrives en entretien et tu récites ton CV au lieu d'aller diagnostiquer le problème. Et une fois que tu es en mission, t'es pas proactif, tu dépiles les tickets qu'on te donne, tu livres ce qu'on te demande et t'attends le renouvellement comme on attendait une augmentation. Et en fait c'est ça la contradiction, c'est ça qu'on voit, c'est que tu as le comportement d'un salarié en CDI mais en tant que freelance, et ça peu importe les années d'expérience, hein. J'ai des gens, ils ont 20 25 ans d'expérience et ils font encore les mêmes erreurs. Donc on attend qu'on donne du travail, on dit oui, on exécute, et après t'espères être gardé, t'espères qu'on a trouvé une plus-value à ton travail, et après on s'étonne d'être traité comme un exécutant alors que tu as passé chacune de tes interactions en fait du début à la fin en te comportant comme un exécutant. Et en fait le client il t'a pas mis dans cette case par méchanceté, c'est toi-même en fait via ton comportement qui lui a dit je suis ça. En fait tu t'es auto collé une étiquette sur ton front. Lui il a vu l'étiquette, il n'est pas allé questionner plus loin quoi. Et c'est toujours une question d'identité en fait, c'est pas une question de techno. Et c'est là qu'il faut comprendre le mécanisme, parce que la plupart des freelances ils croient que justement le statut de partenaire stratégique il va se gagner avec une certif, de la techno ou plus de compétences, mais en fait c'est même l'inverse. C'est l'identité en fait, c'est quelle identité est-ce que je donne dans chaque interaction que je fais. Donc l'exécutant c'est ça, c'est son monde, il fonctionne comme ça, il y a des missions cadrées, ça vient à lui, c'est le besoin du client, il doit le livrer, la valeur qu'il apporte c'est ses bras, ses journées, ses compétences et sa sécurité de dire oui dans ce qu'il veut faire. Quand on lui demande ce qu'il fait, il répond par une liste de techno, quand on lui donne une tâche, il le fait, quand on le challenge sur son TJM, il baisse parce qu'au fond de lui il se compare aux autres exécutants, alors que le partenaire stratégique, il est peut-être au même niveau technique que l'exécutant. Mais sauf qu'il va choisir ses clients, il va les chercher. Le besoin du client, c'est une hypothèse à challenger toujours, donc on n'accepte pas le besoin comme il est, on va voir si on peut pas faire mieux. La valeur qu'il apporte, c'est sa vision, c'est sa décision, et sa sécurité, elle se trouve dans ses options. Le fait qu'il soit capable de dire non à un client et de le challenger, directement, le client a moins de levier
appuyer sur toi, et vu qu'il a moins de levier, bah tu vas moins céder à ce qu'il te dit et tu vas être moins vu comme un exécutant. Donc quand on lui demande ce qu'il fait, il va parler de comment il est capable de résoudre ton problème, pour qui il résout exactement quelle typologie de client. Quand on lui donne une tâche, il demande pourquoi, il va regarder l'impact, et parfois il va même proposer quelque chose d'autre au client et demander de trancher pour montrer ce que ça coûte à la personne, la réalité des deux choix en fait. Quand on le challenge sur son prix, il explique justement que c'est de l'investissement, que ça coûte combien le problème, et en fait on va faire une comparaison face au prix. On va pas aller faire une comparaison sur combien ta compétence elle coûte, on va faire une comparaison par rapport au prix du problème que tu as été capable de découvrir chez la personne en fait. Et le point important, c'est que le client il détecte tout ça en quelques minutes parce qu'il a l'habitude en fait. Le client en face de toi, ou le SN ou le recruteur, tous les gens ils ont l'habitude, ils voient des profils à longueur de journée, ils sont capables de catégoriser instantanément qui ils ont en face d'eux. Et c'est vraiment qui pose les questions d'entretien, qui parle de quel sujet, qui attend et qui est force de proposition. Et après le problème c'est qu'une fois qu'il t'a classé, tout le reste il découle de ça. C'est que les sujets qu'on va te confier, ça va être des sujets d'exécution. Le TGM qu'on t'accorde, le respect qu'on t'accorde, la facilité avec laquelle on te remplace, c'est ça qui te donne en fait une identité d'exécutant. Un exécutant, c'est bien, mais ça se compare, ça se négocie à la baisse et ça se remplace. Alors qu'un partenaire, ça va justement se garder. Parce que c'est le but d'un partenaire, c'est que c'est très rare à trouver. Et une fois que tu en as un, t'as plus envie de le quitter. Et ce que tu vends décide de comment on te traite. C'est logique. On va parler d'une chose. C'est que l'identité, elle se fabrique dans une chose très concrète, c'est ce que tu vends. Si tu vends tes compétences, tu es juste développeur Java, tu as 15 ans d'expérience, tu maîtrises X, Y, Z, alors on va t'acheter pour implémenter ces compétences-là. C'est logique. Si je mets en avant mes compétences sur Java, on va pas venir me chercher pour autre chose. Le client il a une liste de tâches, il recherche des bras qualifiés pour les exécuter. Ton profil dit je suis un bras qualifié et voilà, le contrat il est clair. Tu t'es vendu comme un outil, tu seras un outil. Et l'outil, on va pas lui demander à l'outil des décisions. Alors que si tu vends un résultat ou une transformation, donc par exemple en disant que tu aides les scale-up à sortir de la dette technique sans qu'ils arrêtent justement de livrer, le contrat il change de nature parce que le client il achète plus tes journées, il achète une destination. Pour l'amener à destination, justement il va venir te voir. C'est quoi tes avis, c'est quoi tes arbitrages, c'est quoi ta vision, comment est-ce que tu vois la chose, est-ce qu'on est sur le bon chemin, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. Tu deviens mécaniquement partie prenante des décisions parce que c'est ce pourquoi il t'a payé en fait. Il t'a payé pour que tu l'amènes d'un point A à un point B. Et il t'a pas amené parce qu'il fallait dépiler les tâches qu'il a besoin pour t'amener au point B en fait. Donc c'est juste le positionnement d'achat, il a changé, la relation elle a changé, donc la négociation elle change en fait. C'est juste un cercle vertueux. C'est retiens la règle, c'est on te traite selon ce qu'on achète. On achète tes compétences, t'es un exécutant, on achète ta vision, on achète le côté partenaire, voilà, c'est ça qu'on va acheter. Et ça se décide bien avant l'entretien, ça va être dans ton profil, dans ton parcours, dans la façon dont tu te présentes, dans les typologies de missions que tu attires. Et à l'inverse, attention, parce que voilà, le réflexe que je vois tout le temps, c'est l'inverse, c'est les freelances seniors, ils viennent me voir, ils font l'inverse, ils basculent tout. Qu'est-ce qu'ils vont se dire à ce stade de la mission? Voilà, je sais ce que je vais faire maintenant, je vais écrire conseiller stratégie en transformation digitale et conduite du changement. Ils vont enlever leur techno, ils vont mettre des grands mots et là du coup plus aucune proposition, plus aucun contact, c'est le désert parce que forcément ils sont plus du tout adaptés à les propositions qui viennent parce que personne se lève le matin en cherchant un partenaire stratégique, c'est ça en fait. Le gros truc, c'est qu'il faut se dire en termes de marketing, personne va rechercher un partenaire stratégique ou du moins ils vont pas l'écrire comme ça. Et le problème, c'est que si tu te positionnes là-dessus, tu vas pas les trouver parce que les clients ils vont chercher avec les mots de leurs problèmes et leurs problèmes ils vont généralement dire une compétence et on en revient au problème, c'est qu'ils vont te dire voilà sur telle techno, telle migration, tel périmètre et c'est pareil en fait, c'est du matching de mots-clés. Donc si ton marketing il parle un langage que personne ne recherche, t'es peut-être positionné en stratégie dans ta tête, mais il y a personne qui va pouvoir te coller l'étiquette sur le front parce que personne va savoir que tu existes. Donc en fait, c'est un équilibre. C'est tu rentres par une compétence sur un besoin, si possible une compétence assez nichée, assez compliquée. Pourquoi? Parce que justement, si tu fais que du Java, c'est pas la compétence, on va dire, la plus partenaire stratégique sur laquelle tu peux rentrer. Mais en fait, tu vas t'élever par la posture.
Donc ton marketing, ton profil, tes mots-clés, ils restent connectés, ils restent branchés à ce que le marché recherche vraiment actuellement. Ta compétence porte d'entrée, celle pourquoi on te contacte, et encore une fois, il faut qu'elle soit différenciante, mais qu'il y ait une réelle demande dessus. C'est elle qui va générer ton flux d'opportunités, parce que sans ce flux, tu n'as rien à négocier. Mais en fait, dès la première conversation, même au niveau de ton profil, ça va être l'identité partenaire qui doit prendre le relais. Si tu vas aller creuser le besoin, tu vas parler du problème derrière la techno, tu vas proposer, tu vas être force de proposition, tu vas arrêter d'attendre, tu vas laisser ta posture faire monter la relation au-dessus de la fiche de poste. En fait, la compétence, elle te fait rentrer dans la pièce, et la posture, elle va décider de la chaise qu'on te donne. Et les curseurs, en fait, ce qui va te pousser d'un côté ou de l'autre, c'est on peut faire le test. C'est ta dernière mission, tu l'as trouvé comment? C'est toi qui l'as cherché, on te l'a proposé, tu as dit oui. Est-ce que tu as challengé le besoin? Est-ce que le client il a listé, tu as creusé, ou tu as juste répondu oui, je sais faire? Sur les missions actuelles, c'est toi qui proposes des sujets, ou tu attends qu'on te les assigne? Tes réponses, elles vont te situer. En fait, c'est un curseur, c'est-à-dire qu'en fonction de tes réponses, boum boum, on te donne une identité ou une autre. En fait, c'est à toi de réaligner tous les curseurs pour qu'on te voit comme partenaire stratégique. Et t'assurer que c'est vraiment un besoin du client, parce que si le client il a vraiment besoin que d'un exécutant, bah, tu peux montrer à quel point tu es un bon partenaire stratégique, il s'en fout, c'est pas ce pourquoi il t'a pris, tu vois, c'est pas ta plus-value. Premier curseur, c'est l'origine de tes missions. 100% des missions qui viennent à toi, c'est via des ESN, ils vont avoir un curseur côté exécutant, parce que tu prends ce qui passe. L'ESN, elle n'a même pas le besoin du client, elle peut même pas te modifier le besoin du client, tu vois. Les clients que tu as choisi des marchés et que tu as soit via de la prospection, soit de la création de contenu, soit via de l'éducation qu'ils te connaissent depuis un moment, bah là ils t'ont sélectionné parce que le contexte en fait est venu là où ta vision avait de la valeur. Donc n'hésitez pas à faire du contenu sur LinkedIn, même YouTube, ou justement prospecter des gens, parce que c'est là qu'on va voir justement l'origine de missions plus stratégiques. Ça veut pas dire qu'on peut pas en avoir sur des ESN, mais c'est plus compliqué. La deuxième, ça va être le côté négociation, ça va être ton comportement face aux besoins. Est-ce qu'on a vraiment l'impression d'un mec qui me dit oui à tout, ou est-ce qu'on a l'impression d'avoir vraiment quelqu'un qui me guide sur la vision à suivre, et il comprend que la fiche de poste c'est un outil pour arriver à une fin, et il est capable de me montrer le chemin vers la fin et quel véhicule il va utiliser pour m'amener. Donc ça c'est le réflexe docteur et mineur que je détaille dans mes 5 erreurs qui te font ghoster en entretien. Le lien il est, tu peux te retrouver sur mes vidéos si ça t'intéresse, et c'est le curseur le plus rapide à montrer justement dès ton prochain appel. La troisième, c'est montrer ton travail, parce que si tu fais que livrer des tickets fermés exécutants, bah en fait la personne au-dessus de toi elle en sait rien de ce que tu fais, elle voit même pas. Donc il faut que tu remontes ce que tu observes, tu vas alerter sur ce qui va coincer, tu vas proposer des sujets que personne t'a demandé, parce que c'est ça d'être un partenaire. Et c'est peut-être un peu ingrat au début, parce que personne va te remercier pour le faire au début, mais c'est comme ça que tu deviens incontournable, c'est comme ça que tu te positionnes en fait. C'est le paradoxe du volume. En fait, plus tu bosses et plus on doit dépiler les tickets, bah plus on va te dire que ça va renforcer ton image d'exécutant, parce que celui-là qui arrive à débloquer ta situation en 1 heure, ou celui-là qui a besoin de bosser 12 heures par jour, sont pas dans les mêmes catégories dans la tête du client. Et la dernière, c'est ta relation au prix. C'est dès qu'on te négocie, est-ce que tu flippes, est-ce que tu es capable d'accepter, comment ça se passe, est-ce que tu baisses ton froc, est-ce que tu ramènes la discussion à ce que ça coûte le problème et à comment tu es capable de le faire, ou est-ce que tu vas ramener la comparaison à tes compétences et au fait qu'il y a quelqu'un au même prix que toi sur le marché. Et tout ça, aucun de ces curseurs ne te demande une certification de plus. Il demande juste une décision de posture que tu répètes à chaque fois, jusqu'à ce que la nouvelle identité devienne ton réglage par défaut. Et c'est là justement qu'on va arrêter de te prendre pour un exécutant, et quand tu vas pouvoir enfin avoir plus de liberté d'action sur ce que tu es capable de faire au clair de ta mission, et que les gens te voient comme vraiment un partenaire et plus comme un exécutant qui est là à pisser du code. Donc si on résume la vidéo, le statut de partenaire stratégique il se réclame pas, ça sert à rien, tu peux pas réclamer un statut de partenaire, ça a aucun sens. En fait il s'incarne, c'est interaction après interaction, et il va reposer sur un équilibre très précis qui va être le marketing qui parle le langage du marché, et la posture, l'identité qui t'élève en fait au-dessus de la fiche de poste où on a l'impression que tu es trop qualifié pour faire ça en fait. Et cet équilibre, c'est exactement ce qu'on construit avec Capilliancy, avec les 3 piliers. Donc positionnement pour définir ta porte d'entrée et le problème que tu incarnes, l'acquisition pour gérer le flux qui va te donner les options, et la négociation pour être capable justement de tenir cette posture de ne plus être exécutant.
Et si tu veux encore regarder ensemble justement quels sont les curseurs actuellement et qu'est-ce qui te maintient dans ta case exécutant et ce dont tu as besoin pour en sortir, bah tu as un lien dans la description. Tu réserves un créneau, on fait le diagnostic et tu repars en sachant exactement comment faire pour modifier cette posture d'exécutant et faire en sorte que les clients te payent enfin à ta juste valeur. Et voilà. Et n'oublie pas, on te traitera toujours selon ce que tu incarnes, via tes actions et pas via tes mots. Donc fais en sorte que tes actions matchent ce que tu souhaites avoir au final. Allez, ciao.